propose de reparcourir, disons, dans les grandes lignes, la conférence, le cours d'il y a 3 semaines sur le calendrier, parce que l'écriture, la naissance de l'écriture dans nos régions, dans tout ce qui est celtique, on peut automatiquement déboucher sur l'écriture avec la connaissance du calendrier, parce que la première écriture, c'est l'explication du calendrier. Donc, je vous propose de revoir en grande ligne ce que nous avons vu la dernière fois, d'introduire ainsi l'histoire de l'écriture, parce que dans le calendrier, il y a des choses dont on n'a pas parlé la fois passée aussi, c'est l'évolution du calendrier. Je vous en toucherai quand même quelques mots, parce qu'il y a des choses très intéressantes à suivre. Donc, vous imaginez que pour remonter le temps, les archéologues, les historiens, doivent avoir une connaissance approfondie de l'écriture et des origines de ces écritures. Si bien que la prochaine fois, et j'espère avoir les diapositives, mais vous aurez des tableaux qui vous permettront d'analyser parfois des pierres tombales qui sont assez énigmatiques, parce que les chiffres ont eu une évolution à partir des chiffres romains. Il y a des signes multiplicatifs, il y a des lettres renversées, il y a parfois des pierres tombales où on est devant un problème, c'est qu'on ne peut pas, on n'a pas les bases pour déchiffrer ces chiffres. Vous aurez ça la prochaine fois. J'espère pouvoir en faire des diapositives, puisque ça fait partie de l'histoire de l'écriture. Comme ça, on peut pouvoir se rendre compte beaucoup mieux de ce que c'est. Donc, l'écriture en question devra obligatoirement nous faire passer par les runes, d'abord. Vous en avez un magnifique exemple devant vous. Ça se trouve au Danemark. Avec, à l'extrême gauche, vous avez ce qu'on appelle les entrelacs celtiques. Nous allons en parler plus tard. Donc, ces runes ont été établies sur des pierres, sur du bois également, parce qu'il est dit dans la mythologie scandinave que Odin, ou Wotan, si vous voulez, le dieu des dieux, eh bien, il se promène tout le temps avec une sorte de lance où se trouve l'avenir, et l'avenir est représenté avec des runes. Les pactes qu'il va devoir faire, ce qui va se passer, tout ça est gravé sur le bâton d'Odin. Bâton d'Odin qui est devenu la lance d'Odin chez les Germains. C'est une autre vision des choses qui n'a rien à voir avec la crucifixion. C'est une autre façon de voir les choses. Ces runes vont être interdites par l'Église, mais l'Église va en quelque sorte les récupérer. Et c'est un petit peu ça que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons voir la récupération des runes par l'Église et l'Europe. Voilà par exemple une marque qui est à l'origine runique, mais une marque qui a été tracée au XVIe siècle. C'est ce qu'on appelle à tort une marque de marchand. C'est un terme général, mais je ne l'applique jamais parce que ça n'a pratiquement aucun sens. Il faut être beaucoup plus précis. Je pense qu'on l'appelait marque de marchand à une époque où on ne s'est jamais intéressé à ces marques. Et on savait qu'elle avait un rapport avec un corps de métier, par exemple, et bien on les a appelées marques de marchand. Je pense que c'est ça l'origine. Donc, ces signes ici sont également tracés dans la pierre. Et les runes, remarquez que les runes commencent généralement toujours par un pivot central. C'est une caractéristique. Les runes vont servir à passer des messages secrets. Ceci n'est pas un signe runique, c'est l'évolution du signe. Vous n'allez pas le retrouver dans la nomenclature des signes runiques. Et l'objet de ce que nous faisons ici dans ces cours, ce n'est pas d'expliquer les signes runiques, etc. C'est une étude tout à fait à part. Vous pouvez avoir un séminaire d'1 an là-dessus. Nous faisons que survoler cela d'assez loin. Mais nous allons essayer de concrétiser ça à l'époque romane et à la Renaissance. C'est ça le but de nos cours. Donc, une marque inspirée d'un signe runique, un symbole. C'est très vite dit le mot symbole. On dira, bon, c'est un symbole, ça représente ça. C'est pas ça. C'est une marque. Quand vous avez la marque l'essence Shell, par exemple, vous avez cette belle coquille, c'est pas un symbole. On a beau dire, oui, mais ça représente Shell. Non, c'est pas vrai. C'est une marque. Le logo maintenant. Un logo.
Mais ce n'est pas un symbole, parce que le mot symbole est très précis. Le symbole, c'est donc une convention entre deux personnes, deux groupes, deux groupements, une convention que ce symbole se rapporte à quelque chose de précis. Et tout au début de nos cours, je vous ai parlé d'un exemple qui est peut-être le plus ancien, qui est l'exemple grec. Hein? On vous vendait un demi-jeton pour aller assister à une représentation au théâtre ou au cirque chez les Grecs de l'Antiquité. Ce demi-jeton était fait d'une certaine façon qu'à l'entrée, il y avait une personne, l'ouvreur, on dit bien l'ouvreuse, hein, qui avait lui l'autre moitié du jeton, et les deux côtés doivent s'appliquer, et vous pouviez rentrer. Ça, c'est un symbole. Ça représente une après-midi au théâtre, suivant les conventions établies. Donc ceci n'est pas un symbole, c'est une marque. Ça peut être une publicité. Si un tailleur de pierre a choisi cette marque, est très belle, hein, ça a été fait dans le Hainaut. Si un tailleur de pierre a choisi cette marque, eh bien à chaque fois que vous allez la découvrir, eh bien c'est qu'il est question de ce tailleur de pierre. C'est un signe protecteur, un signe publicitaire, hein, peut-être, un signe de paiement, puisqu'on payait d'après les marques. Ben, nous allons étudier ça, tout ça pendant 3-4 cours, au moins, la signification et comment on trouvait ces marques. Vous allez voir, c'est assez passionnant, je crois qu'on commencera la fois prochaine. Donc, ça peut nous intéresser au plus haut point lorsqu'on étudie et le calendrier, et surtout les rudiments de l'écriture, hein, parce que ces marques ont une signification profonde. Dans le fond, voilà encore une. Dans le fond, nous devons obligatoirement passer par le calendrier pour trouver une origine à l'écriture. Donc, sans calendrier, sans avoir établi un fonctionnement, une écriture, eh bien, par ce calendrier, un peuple qui n'a pas de calendrier, qui n'a pas calculé le temps, n'a pas d'écriture. Les Celtes étaient très développés, hein, ils ont mis au point un système que nous allons voir ou revoir, ils ont mis au point un système hein, qui n'est plus du tout le nôtre, mais qui va déboucher sur des signes. Voilà encore une caractéristique. Hein. Remarquez qu'il y a toujours hein, cette petite bande, toute petite verticale, ici, elle se trouve généralement toujours, mais il s'agit en principe, je ne suis pas d'accord avec ça, mais il s'agit en principe de la marque d'un marchand, et ça fait penser à un maillet. Et on dit que le maillet est un attribut qui a été adopté par les francs-maçons. C'est allé un peu loin, hein. Nous allons rester dans notre système roman et du début de la Renaissance. C'est donc une marque qui ressemble étrangement, vous allez la revoir cette marque par la suite, hein, qui ressemble étrangement à un château fort vu du ciel. Vous imaginez ça? Hein, il suffit d'ajouter des tours à chaque point. Et vous avez un château fort vu du ciel, parce qu'un château fort n'a jamais une forme parfaite. Et vous verrez pourquoi. Un château fort est étudié. On ne met pas un pan de mur au hasard. Absolument pas. Ça a parfois causé de graves problèmes aux architectes, vous imaginez ça. C'est pour ça que vous voyez parfois des murailles de châteaux forts qui sont construites d'une façon, on ne peut pas s'imaginer le travail que ça a été pour calculer, pour le construire, pour amener les pierres et tout et tout. Mais il y a une raison que nous verrons, c'est une raison qui est très pratique. D'où vient le mot calendrier? Je ne crois pas qu'on en a parlé la fois dernière. Ça vient de calende, calende qui est le système de calcul des Romains. Les calendes désignent le premier jour du mois. Hein, le 2 des calendes de mars, c'est le 2 mars, etc. Hein, les ides, c'est à partir du 15. Et quand on vous dit les calendes grecques, ça veut dire jamais. Parce que vous avez un autre système de calcul. Quand on vous envoie, c'est comme si on vous envoie la Saint-Glinglin. Hein. C'est le même truc, il n'y a pas de Saint-Glinglin. Quoique, je suis pratiquement certain qu'il y a au moins un village dans le monde qui a adopté un Saint-Glinglin. On le trouvera peut-être un jour, mais ça peut se trouver, c'est un travail pour tout ça. De trouver un Saint-Glinglin. Mais ça doit exister certainement quelque part. J'ai un volume qui fait pas loin des 800 pages, où ce sont tous des saints avec des noms fantaisistes. Où est-ce qu'il y en a un? Mais c'est fait pour le monde entier. C'est surtout basé sur la France, mais il y en a chez nous aussi. Hein. Bon, donc,
Le mot calendrier aurait, dit-on, une racine étrusque. Ça pourrait aussi, c'est ce que les livres disent, en principe, ça pourrait aussi venir d'une racine celtique. Hein. Mais il faut revenir à une chose qui est très importante, c'est que, et je le dis presque chaque fois, le premier travail de l'homme, c'est de calculer le temps. Le premier travail de l'établissement d'une religion, c'est de calculer le temps. Le premier travail de la naissance d'une église, même une secte, c'est de calculer le temps et de faire un calendrier. Peut-être en opposition à d'autres calendriers. Prenez à la Révolution française, mais pour qu'on prenne ces gens au sérieux, ils ont dû faire un calendrier. C'est curieux. Prenez une secte comme les agathopètes au XIXe siècle, eh bien cette secte a refait un calendrier qui est bouffon. Parce qu'ils devaient abandonner les saints absolument, ils devaient, disons, se mettre à la page. Les agathopètes, ce sont des gens qui aiment bien manger, qui aimaient, non, ils existent toujours, qui aimaient bien manger, qui aiment bien manger. Ça veut dire que 365 jours de l'année, ils ont placé chaque fois le nom d'une viande ou d'un légume ou d'un fruit, ou d'une sauce, ou d'un plat. Ce calendrier, je le possède. C'est assez, oui, mais c'est assez bouffon, hein. N'empêche, ils ont trouvé. Ah oui, c'est pas voulu. Donc c'est vrai que c'est assez bouffon, mais il y a des noms invraisemblables. Hein. Il y a au moins des légumes, mais il y en a même qu'on ne connaît plus. Hein. Il y a des choses assez curieuses. Ça, ce sont pour les agathopèdes. C'est une secte moitié politique, moitié folklorique. C'est des gens qui font des blagues et qui aiment bien manger, seulement pour se prendre au sérieux, pour se donner un certain crédit, eh bien, ils ont créé un calendrier. Nous sommes loin du début de l'ère chrétienne, des premières sectes, mais c'est le travail, c'est le premier travail que l'on doit faire, c'est créer donc un calendrier. Et un calendrier qui se calcule du temps, dans le fond, aux origines, doit être également accepté par une communauté. Il ne suffit pas de prendre le temps de calculer, non, il y a une communauté qui se forme, un petit peu comme notre prochain service technique ici, hein, une communauté, mais il faut que tout le monde soit d'accord. C'est à ce moment-là que vont démarrer, vont créer certains noyaux dans certaines communautés. Et ces noyaux deviendront par la suite des prêtres. Et ce noyau, après, au début de l'ère chrétienne, deviendront des prêtres romains, des prêtres chrétiens par la suite. C'est une évolution, en passant par les druides que je n'ai pas nommés. C'est vous dire que le calendrier, le temps est quelque chose de très intéressant. Il faut donner une extrême importance au calcul du temps. C'est donc le but des religions. Vous savez que les religions, toutes les religions ont des fêtes. Ces fêtes doivent être indiquées sur un calendrier. S'ils en ont 4 par an, ben ils en ont 4 par an. Par contre, l'Église, eh bien, a repris ces fêtes, un calendrier, mais chaque jour, on y a placé la fête d'un saint. Ce qui veut dire que chaque jour, chaque lever de soleil est un jour sacré. Un jour a été consacré à un saint. Et ça, c'est important. Oui. C'est un grand changement avec la culture celtique, puisque eux faisaient commencer la journée la nuit. Oui. Ah, oui, le soir. Oui, c'est un calendrier essentiellement de nuit. De nuit. Et c'est la nuit qui a l'importance. Le calendrier, surtout le calendrier lunaire, mais c'est celui-là qui a de l'importance pour le moment. Oui. Il y a eu une évolution par la suite. Oui, oui. Ces fêtes chrétiennes, ce calendrier qui a été consacré aux saints, eh bien, avait un avantage premier, et là je vais tomber, je serai très dératé, c'est faire vos paiements. Les fêtes des saints, les paiements se faisaient à des fêtes bien caractéristiques, à la Saint-Jean, à la Saint-Marc, à la Saint-Matthieu. Certaines corporations faisaient payer leurs factures, le solde de facture, solde de tout compte. Bon, déjà à cela, ces points de repère, nous restons dans les points de repère, sont intéressants. Et puis il y a la Saint-Glinglin, comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que vous ne serez jamais payé. C'est une expression qui est du Moyen-Âge, hein, la Saint-Glinglin, on la connaissait déjà. Donc, un système qui réglait les paiements, et aussi chaque saint du calendrier, je ne veux pas dire chaque saint, mais beaucoup d'entre eux, sont devenus en quelque sorte des dictons. Il y a des dictons pour les semis, il y a des dictons pour les moissons, pour les vendanges, mais ces dictons, vous les connaissez, je crois qu'on en parle presque tous les jours à la télévision, lorsqu'on donne les éphémérides, eh bien, il y a un dicton pour chaque jour de l'année. Mais d'après les régions que vous fréquentez, je l'ai déjà dit, les vendanges en Provence ou en Alsace, ce sont des dates différentes.
Donc c'est calculé également sur ces saints qui représentent les vendanges. Le Saint-Vincent pour la France et Saint-Urbain pour l'Allemagne, pour le Rhin par exemple, c'est deux fêtes tout à fait différentes. Urbain, c'est aussi les vendanges. C'est pas, oui, Ah oui, pas d'accord. urbain. Ils sont très rares en Allemagne, j'en ai vu un sur les bords de la Moselle, il y a bien longtemps, que j'ai photographié d'ailleurs, mais c'est le Saint-Vincent, mais en Allemagne. Mais ils ont le même symbole, ils ont une grappe de raisin, mais les périodes sont différentes. Donc des fêtes qui ont été instaurées également, des fêtes repères pour les travaux de la terre. On a déjà vu les signes du zodiaque représentés comme un charte avec les travaux qui accompagnent. C'est simplement pour dire qu'à cette période-là, eh bien, ces travaux bien précis doivent être accomplis. Donc, ce sont des points de repère, encore une fois. C'est à ça, jusqu'à présent, que servira notre calendrier. Alors, tout cela est donc basé sur un calendrier de l'Église, avec des noms de saints, mais je m'empresse de dire, mais ce n'est pas important du tout. Les 80% de ces saints n'ont jamais existé. Et quand je dis 80%, là, je suis vraiment très large, hein, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait 20% de tous ces canonisés du calendrier existaient. Donc, il ne faut pas tenir en considération des saints récents, je dirais des saints récents, des saints qui ont été canonisés après l'an 1000, des saints officiels, il ne faut pas en tenir compte, parce qu'ils ont un passé historique, mais c'est tout ce qui est au début de l'ère chrétienne, du IVe siècle au Xe siècle. Ces saints-là, ce sont des saints, la plupart du temps, inventés, mais qui ont une importance primordiale, qui ont beaucoup plus d'importance qu'un saint qui a existé, puisqu'ils sont devenus des guides, et ils ont, grâce à leur nom, sacralisé un jour de l'année. Voilà ici un menhir, un ancien menhir, ça se trouve en Allemagne. Hein, c'est un ancien menhir, mais comme je vous l'ai dit, il a fallu les conserver, ces menhirs que l'Église a voulu absolument détruire. Nous sommes en plein paganisme pour l'Église. Donc, les bénédictins sont intervenus, et l'Église a mis une condition: il faut obligatoirement christianiser. C'est la raison pour laquelle il y en a beaucoup en Bretagne, vous en verrez un autre tantôt. Il a fallu, et quel prix, passer le crucifix dans le haut de la pierre et placer une petite niche pour mettre une petite statue d'une Madone quelconque. Donc ce menhir a été christianisé. Il est christianisé, il peut rester à cet endroit. On n'y fera pas une chapelle, tout ça, non, ça n'a rien à voir, parce que l'Église est censée savoir à cette époque pourquoi cette pierre a été placée à cet endroit. Chose qu'on ne sait plus par la suite, parce qu'on ne s'y est plus intéressé. Et c'est vraiment très tard qu'on a remarqué, bien qu'on a démoli beaucoup de dolmens, et surtout chez nous dans nos régions, on a démoli beaucoup de menhirs qui existaient. Et de temps en temps, il y a un livre, comme Saint-Hilaire en a fait paraître un, où il indique ici se trouvait à cette époque un menhir qui mesurait ça, etc. Mais on n'en a vraiment plus aucune connaissance, bien malheureusement. Déplacer des pierres, des mégalithes, c'est aussi invraisemblable. Ces pierres doivent être laissées à l'endroit où elles ont été posées, parce qu'elles ont été posées pour des bonnes raisons. Nous parlions de ces calendriers la fois passée. On calcule d'après les nuits, chez les Celles, les nuits, et les autres calendriers se calculent ailleurs par les jours. Autant de jours, autant de nuits, ça peut se calculer. Les Celtes avaient fait un programme, 4 nuits après la fête de Saint X, eh bien, on savait exactement au moment où c'est une récupération. Hein. Donc, à l'Église qui ont entretenu le système, eh bien, on peut très facilement décompter les nuits et mettre une fête de saint en considérant le saint précédent. Et je m'explique, 3 jours après la Saint-Marc, on ne citera pas le saint, mais on sait qu'il faut prendre comme point de repère la Saint-Marc, par exemple. Donc c'est un système qui va être instauré, c'est une récupération que l'Église va nous imposer au début de l'autorisation de l'Église, parce que l'Église ne date que du IVe siècle. Avant ça, c'est une secte, hein, comme toutes les autres sectes. L'Église catholique romaine est une secte jusqu'au moment où, c'est une expression, ils sont sortis des catacombes, avec l'autorisation de l'empereur. C'est alors que tout va changer, et l'Église ne sera plus une secte. Voilà ici une très belle
crois que c'est en France, celle-là, oui, c'est dans le nord de la France, c'est une allée de dolmen, une allée couverte. On m'a expliqué que c'était très nocif parce qu'il y a des matières nocives. Et le druide avec lequel j'ai pu faire ce voyage expliquait qu'il y a beaucoup de chances que c'est là qu'on mettait les punis. C'est un genre de quartz qu'il y a dans ces pierres. Ça veut dire que ça donne des effets contraires à ce qu'il faudrait. Il y a des vibrations qu'on ne devrait pas ressentir. Et ce druide m'a expliqué qu'on les plaçait, les punis, pour des raisons ou des autres, les condamnés, c'est possible aussi. Hein. On les plaçait là-dedans. C'est une chambre où on pense, où on réfléchit, où on médite. Seulement, vous avez des très mauvaises vibrations à cet intérieur. Et il me l'a démontré avec une pierre extraite de là, et on voit exactement ce qui est nocif. C'est un genre de quartz, mais qui a un nom un peu approprié. On voyait que ça aussi, c'était, à l'époque, c'était prévu. Donc, partout, et j'en reviens, M. Vertongen, à ce que les bénédictins m'ont enseigné, et d'autres, partout où il y a des mégalithes, il y a un calcul du temps. Est-ce que c'est réservé uniquement à nos régions? On peut le penser. Alors, pourquoi rencontrer des mégalithes, comme vous m'avez montré, cette magnifique carte d'ailleurs? Il y a peut-être d'autres raisons que nous ignorons. C'est possible. Mais en ce qui nous concerne, héritage celtique, toutes ces pierres ont une importance parce qu'elles nous aident, elles aidaient les anciens à calculer le temps, mais dans un système propre, le système de la nuit. Donc, nous calculons pour le moment, ici, la nuit. Les mégalithes servent à trouver, à fixer le temps, parce qu'en la journée, on n'a pas besoin de repères, on a le soleil, la journée, donc il n'y a pas de problème. Hein, on peut éventuellement s'orienter, on peut faire certains calculs, mais basés sur le soleil. Tandis que la nuit, eh bien, il y a un seul calcul qui est précis, et nous allons voir, non pas en détail, mais nous allons élaborer ce premier calcul. Voilà ici encore un menhir, ça c'est en Bretagne. Eh bien, on a fait très peu de choses, hein. On a placé une petite croix au-dessus, on a taillé, on l'a placé là. Bon, le menhir est sauvé. Reste à voir dans les environs, s'il est seul, eh bien malheureusement il est seul, mais en principe il doit y en avoir d'autres qui ont été placés là par un système précis, hein, avec lequel nous comprenons la raison pour laquelle ces pierres ont été élevées à cet endroit. Je l'ai dit, il y a la connaissance antérieure, puisqu'il y aura une modification de notre calcul, il y aura ces signes du zodiaque qui vont arriver chez nous, d'où on n'en sait absolument rien, personne ne peut répondre à cette question. En principe, ils ont évolué à l'entrée des troupes romaines chez nous, hein, quand les Romains sont arrivés, et ce serait, en quelque sorte, c'est ce que dit l'Église, une révélation. Ces signes du zodiaque inconnus nous auraient été rapportés par un monde dont une parcelle encore vécue, et cet héritage nous est parvenu par ceux qui ont été sauvés d'un autre cataclysme qui existe tous les 25 000 ans. Alors, on peut dire aussi que nos calendriers du jour, dans le fond, peuvent se baser chez nous sur une certaine connaissance, qui est la connaissance des signes du zodiaque, que les Celtes ont dû appliquer. Ils ont fait un mélange des deux, parce que ces signes du zodiaque, on nous les impose par saison, par mois, tandis qu'eux, ils avaient un moyen de calculer le temps qui leur était propre, mais qui demandait énormément de travail. C'est pour ça qu'ils n'ont pas rejeté l'ancienne matière, hein, acquise. Ils ont adopté et ils ont fait un mélange, une structure, un mélange des deux. Le cycle lunaire, il est de 28 jours, c'est un cycle qui est très important aussi, ce cycle de 28 jours, parce que les Celtes ont calculé, ils ont trouvé, comme on trouve tous les jours, qu'il y avait une position de la Lune qui était différente. Puis elle disparaît, et puis il y a une nouvelle Lune, il y a la pleine Lune, à la fin du parcours, elle disparaît, il y a une nouvelle Lune. Ils avaient calculé ça. Donc, notre calendrier celtique est également un calcul des phases de la Lune au départ. Dans le fond, pour ces gens, tout se passe la nuit et tout se passe dans le ciel. Le calcul va se faire par l'apparition des différentes constellations.
Les Celtes étaient bien au courant qu'il y avait 7 planètes. Il y en a plus entre-temps, mais comme vous savez qu'on ne décrit et on ne tient compte de ce que l'on connaît uniquement, on ne va pas aller explorer un autre ciel. Mais pendant la Renaissance, jusqu'à une date très précise, eh bien, on va tenir compte, même uniquement symboliquement, à une certaine époque, qu'il y a 7 planètes, il n'y en a pas 8. Le 7 étant un chiffre assez important dans l'histoire de la symbolique. Donc, un premier calendrier de 28 jours qui est calculé d'après les lunaisons. Et puis, on va trouver, on va se confronter à un problème. Parce qu'avec le système de lunaison, eh bien, on va tomber dans une autre dimension. C'est que on se rend compte qu'il y a un mois de trop dans l'année. Étant donné que nous avons des cycles de 28 jours, on sait qu'il y a 365 jours dans l'année, dans leur calcul, il y a donc un problème. C'est qu'en calculant toutes les lunaisons, eh bien, on se trouve confronté à un 13e mois. Regardez déjà ces 28 jours de lunaison, c'est assez extraordinaire dans la symbolique, parce que 4 x 7 font 28. 7, on a le chiffre de l'initiation, et on a 4 qui est le chiffre de la Terre. Le chiffre de l'initiation multiplié par celui de la Terre nous donne une lunaison qui est 28. C'est peut-être pas étranger au problème. Si on divise 365 par 28, on a 13 et il reste un jour. Oui. Je viens de faire Mais le système des lunaisons dans les pays musulmans, par exemple, c'est ça qu'ils ont un décalage d'années. On ne sait jamais une année complète, ils ont leur système de lunaison, donc eux, ils ont un certain calendrier qui est tout à fait en dehors d'une autre, mais enfin c'est un calendrier très ancien. Donc en principe, 28 x 13 va donner 364. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça va donner 364, ben, on est quand même pas loin, un jour près. Oui, en principe, une lunaison fait 27 jours et 7 heures. Ça, c'est une lunaison. Donc 27 jours, oui, il y a rien de précis, mais quand pendant des années et des années, on accumule cette petite erreur, ben, on obtient un problème au calendrier et on doit de temps en temps rectifier ce petit décalage qui arrive. Alors, comme le ciel tourne, eh bien, je crois que les anciens ont d'abord le premier travail, c'est essayer de trouver l'axe autour duquel la Terre tourne. C'était très important, c'est la base de leur calcul. Ce sont les druides qui s'occupaient de ça, c'est pas une équipe locale, ce sont les druides, c'est un système qui était très structuré, ces druides se rencontraient à des endroits précis, pour calculer, pour se mettre d'accord, pour apporter ce qu'ils avaient de nouveau. C'était ça le travail des druides. Ils parlaient uniquement, ils parlaient le patois, mais ils parlaient le grec uniquement. Les propos s'échangeaient en grec, dans leur école, ils l'enseignaient également. Donc, ces gens se réunissaient, et les druides qui existent encore, mais il n'y en a plus beaucoup, eh bien, ils ont en Allemagne, il y a un endroit où j'ai accompagné d'ailleurs, on organisait un voyage chez nous il y a quelques années en Allemagne, où il y avait des mégalithes, c'était très intéressant, parce qu'on nous donne une autre vue de ces mégalithes sur place. C'est autre chose qu'aller les découvrir, comme ça, prendre 3-4 photos, on passe une journée autour d'un ensemble de mégalithes. Mais c'est très intéressant. Et après, on fait la transposition de ces mégalithes dans une église, avec tout ce qu'on peut retrouver extérieur et intérieur. Pourtant, il n'y a pas de pierre, sauf les pierres de la construction. Tout ça, voilà ce que les druides enseignaient. Druides qui vont donner naissance à tous ces saints qui vont nous venir du Nord. Tous ceux qui viennent d'Écosse, d'Irlande, d'Angleterre, eh bien, ce sont les descendants des druides qui vont nous rapporter une autre civilisation, mais que l'on connaissait déjà. Mais ils vont la remettre en route d'une certaine façon, par tradition. Donc, il faut trouver un axe, et cet axe autour duquel la Terre doit tourner, eh bien, c'est vraiment un repère par excellence. Ça, c'est le point de repère. Tout découle de la position de l'axe de la Terre, l'axe de rotation. Cet axe de rotation, ils l'ont calculé, ils l'ont trouvé, ils l'ont indiqué, c'est l'étoile polaire. L'étoile polaire qui aura deux fonctions, c'est-à-dire la première, indiquer l'axe autour duquel tourne la Terre, et la deuxième fonction, elle est beaucoup plus simple, c'est l'indication du nord.
Donc ça, c'est pas difficile. On a une indication, mais vous remarquez que ça, c'est le but, c'est le calendrier de la nuit qui travaille. Hein. Tout se passe avec le ciel, tout se passe dans les étoiles. Alors, comment calcule-t-on? Voilà encore un menhir qui a été placé à l'endroit d'une étoile, de la réverbération d'une étoile sur la Terre. Voilà un menhir qui lui a même été, je crois que c'est en Irlande, il a été christianisé à plusieurs reprises. Il ne faut pas chercher en dessous, s'il y a des ossements, c'est un accident, ça n'a servi qu'à une seule chose, quoi qu'on en ait beaucoup parlé. Hein, ça a été réutilisé par la suite. Si vous trouvez des ossements tout autour, on va dire que c'est un carnage, c'est une pierre tombale d'un carnage qui a eu lieu, c'est tout à fait ridicule. Mais on a réutilisé ces pierres, parfois. Il n'y a pas de pierre de sacrifice non plus. Si on voit des fois des représentations très 19e, où un druide est en train d'écorcher un personnage sur une pierre d'un autel avec une rigole qui fait couler le sang, etc. C'est de la vaste blague, hein, ça. Ça, c'est le 19e siècle qui a tout transformé, et même très méchamment. Les druides n'étaient pas des sacrificateurs, etc. C'est de la blague, ça. Hein. Mais ces pierres existaient, elles. Mais elles avaient un autre usage. Donc, voilà ici une indication. Voilà une indication, ce sont les pattes d'un ours. Et la position des pattes de cet ours correspond à la grande ours. Vous la retrouvez. Et la flèche? La flèche, non, c'est pas ça, c'est pour montrer ce qu'on en a fait. C'est un ours qui a été, c'est une ours qui a été abattue. Hein. Mais vous allez retrouver, cet ours se trouve à Andenne. C'est un monument qui a été retravaillé, refait, mais en tenant le signe du départ, c'est que nous avons ici la progression des différentes étoiles qui forment la grande ours, dans la position de l'ours, qui est le symbole de la ville d'Andenne. Et c'est un ours que c'est Pepin d'Herstal, je crois, qui a battu une ours à cet endroit, et la ville aurait pris de l'extension à partir de ce moment. Voilà une légende. Cette légende, il ne faut pas la prendre pour argent comptant, seulement il faut l'étudier, la légende. Et ça montrera que, à cet endroit précis, à Andenne, on avait la connaissance, depuis l'époque druidique, on avait la connaissance, on savait qu'il y avait là une sorte de projection de la grande ours sur la terre d'Andenne. Vous savez qu'à Andenne, il y avait 7 églises sur la place d'Andenne. C'est pour ça que vous avez une place qui est immense à Andenne. Il y avait 7 églises, les unes à côté des autres. C'est quelque chose de fabuleux. Imaginez-vous la procession qui passait par ces 7 églises et qui montait vers les domaines de la vallée. Procession païenne au début, mais qui deviendra très chrétienne par la présence de 7 églises. Y avait-il 7 mégalithes sur cette place? C'est probable, c'est pas certain, parce qu'on n'a jamais fouillé. Le jour où on éventre la place d'Andenne, je crois qu'on va trouver des trésors. Mais personne ne parle de cette place d'Andenne, et c'est bien dommage, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, voilà ici la représentation d'un saint, que vous voyez très mal, mais ce n'est pas le saint qui est intéressant. Hein, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit de Saint-Guilain, et qu'il y a l'ours de Saint-Guilain à côté. Ce qui veut dire, il y a plusieurs saints avec l'ours, il y a Saint-Lambert aussi, de temps en temps, et il y en a d'autres. Ce qui veut dire qu'à l'endroit où ce saint a été commémoré, la région de Mons ici, hein, à Saint-Guilain, où il y avait un monastère fondé par Saint-Guilain, qui lui a bien existé, c'est un missionnaire, eh bien, il est représenté avec l'ours à ses pieds, parce qu'il y a un rapport avec l'endroit où il a fondé son monastère et les mégalithes qui représentaient la grande ours. C'est pour ça qu'il a. Beersel, c'est la même chose, et là même le nom du village existe, Beersel, c'est les habitations, ou bien, je dirais mieux, c'est la chapelle de l'ours. Hein, et il y a Saint-Lambert à Beersel, comme par hasard, et Saint-Lambert qui est présenté avec l'ours. Donc on a sur cette colline, parce que Beersel c'est une colline, on a sur cette colline une représentation très ancienne de la grande ours qui se trouvait là. Il fallait christianiser cette représentation, eh bien on a pris un saint qui est Saint-Lambert et on lui a placé un ours en dessous.
Et l'affaire était jouée. Ce qui veut dire que pour l'éternité, à une époque où ça intéressait les hommes, pour une éternité, pour toujours, eh bien, on sait qu'il y avait là la grande ours qui était représentée. Si Saint-Lambert est le patron d'une certaine corporation en vigueur à cet endroit, ça elle existe probablement par le souhait de la congrégation ou par le souhait d'une corporation. D'accord. C'est plutôt Saint-Hubert. Pas nécessairement. Plutôt Moi, je vise le côté église surtout. Oui, Ça veut dire qu'on en a fait autre chose, chapelle, église, etc. Ça, c'est mieux. Mais une chapelle Saint-Lambert peut délimiter la principauté de Liège, et pourquoi pas, hein, mais dans ce cas-ci, eh bien, il ne faut pas en faire une généralité. D'accord. C'est plutôt Saint-Hubert qui détermine la Aussi. principauté. Et Saint-Lambert aussi. Saint-Lambert aussi. Un saint qui est commémoré par une corporation à Bruxelles, eh bien, aura une autre signification, s'adressera à une autre corporation, à Anvers par exemple. Il ne faut pas faire une généralité. Hein. La présence de l'ours a beaucoup d'importance. Et comment a-t-on pu localiser, comment a-t-on concrétisé cette présence de l'ours pour toujours, mais c'est en créant une légende pour Saint-Guilain, hein, et ce tour se suivait partout. Et quand il y avait des choses à régler, eh bien, nous avons remarqué d'ailleurs, c'est l'ours qui réglait ces problèmes. Quand Saint-Guilain est passé à Bruxelles, il a logé à l'île Saint-Géry avec son ours, et on lui a ouvert une porte, pouvait loger ici, c'est une très vieille auberge. Bon, il a logé là, et la nuit, eh bien, il y a des brigands qui sont entrés dans cette vieille auberge, qui ont violé la jeune fille et qui ont failli massacrer le patron de la maison. L'ours a sauté sur les brigands et les a lancés dans la Seine. Donc il y a un fait à cet endroit précis, cet endroit qui se trouve sous le côté du marché Saint-Géry, mais près de la bourse, côté bourse. Cet endroit se trouvait là, il y avait un cabaret qui était peut-être le plus vieux de Bruxelles, mais qui s'est toujours appelé le cabaret de l'ours. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, il y a des lithographies très anciennes, très belles. Donc il y a là un point, à Bruxelles, un point très important, un repère, où il y avait, c'est un travail à refaire, je suis en train de refaire de temps en temps, mais on fait autre chose aussi, il y a une grande ours en projection, il y a une grande ours à retrouver dans le centre-ville. Je vais vous en donner d'autres éléments tout à l'heure, hein, parce qu'il y a encore des choses qu'il faut trouver. Alors voilà cette pierre qui se trouve dans le Luxembourg, dans la province de Luxembourg, hein, c'est un dolmen. Quel était le système des Celtes? Eh bien, il est là. Remarquez, ce qui est de plus important dans ce dolmen, c'est la cuvette qui existe. Dolmen de Gomery. Oui, c'est la Gomery, la tour. La cuvette au-dessus, eh bien, c'est le point le plus important du dolmen. Ce n'est pas son assise, c'est l'endroit où il se trouve, mais en quelque sorte, c'est l'origine de l'observatoire. Hein, c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Tout le travail des druides, disons des Celtes en général, ceux qui calculaient le temps, devaient obligatoirement avoir une cuvette avec une rigole qui descendait, d'où cette légende du sang qui coulait, etc. Hein, c'est de là que ça vient. Une rigole qui descendait tout le long et qui projetait l'eau éventuellement, quand on avait fini l'expérience, l'eau sur la terre. C'était une rigole qui avait été faite, et vous en avez encore rencontré, ça, au Iris, il y en a plusieurs, je pense. Hein. En voilà un qui se trouve au Luxembourg, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont aussi intéressants. Donc, le but, la pierre, oui, se trouve toujours près d'une source. C'est une indication aussi. Hein, ce genre de dolmen se trouve toujours près d'une source parce que nous allons employer l'eau d'une source qui est considérée comme sacrée pour calculer les constellations, pour calculer le temps et le ciel. Maintenant, est-ce que cette source a été consacrée ou considérée comme sacrée d'après l'allure qu'avait le dolmen ou l'endroit? J'en sais absolument rien. C'est aussi un calcul à faire, s'il est possible de faire ça. Mais il est dit qu'il y avait une source sacrée à côté du dolmen, et cette eau devait servir à calculer le ciel, ce que représentait le ciel. Et là, c'est tout un calcul. Généralement, ces pierres ont changé de nom, étant donné que c'est un système païen, eh bien, toutes ces pierres, du moins la plupart, sont devenues des pierres du diable.
Voilà pourquoi vous avez des pierres du diable un peu partout, on en a déjà vu quelques-unes, je pense. Eh bien, c'est parce qu'il y avait un système de calcul, ça faisait partie d'un système de calcul, hein, et obligatoirement, eh bien, étant donné que l'Église a supprimé le sens de ces pierres, sauf les bénédictins qui ont pris soigneusement note de tout ce qui existait, et grâce à eux on possède beaucoup de choses, hein. Donc automatiquement ce sont des pierres du diable. Alors quand on s'est demandé pourquoi pierre du diable, eh bien, chacun a inventé, a créé une petite légende en rapport avec le diable. Et vous voyez que si on se base uniquement sur les légendes, on ne va pas tellement loin. Hein, surtout dans le genre de calcul qui va devoir se faire. Quand on est allé, je ne sais plus à quel voyage, on nous a montré les griffes du diable. Ah, c'est au Mont-Saint-Michel. C'est quand on a fait le Mont Dol qui est en face. Ah oui, là, il y avait... Mais là, c'est une autre histoire, c'est un combat. Hein. Mais cet endroit est sacré, hein, parce que sinon Saint-Michel n'aurait jamais fait son combat à cet endroit-là. Hein. Et il y a la griffe du diable qui... Mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose, ça a une autre signification. Donc, on prenait cette sorte de cuvette que vous avez là-bas au-dessus, qui est un trou, hein, dans la pierre, et on devait y placer de l'eau, de la glaise, hein, de l'eau, et la nuit, eh bien, le ciel automatiquement, ça servait de miroir. La nuit, on plaçait des petits bâtonnets sur la glaise, à l'endroit où exactement la grande ours se trouvait. C'était un miroir. On faisait échapper l'eau par la fameuse rigole, et on obtenait un bloc de terre avec les étoiles de la grande ours. Ça, c'était le travail. Voilà comment on calculait le calendrier du ciel, le calendrier de la nuit. Voilà comment les anciens calculaient. On retirait cette glaise et on avait une reproduction exacte de la grande ours et ses différentes positions d'après l'année. Ça se faisait plusieurs. C'est le premier observatoire. C'est très ancien. C'est à l'origine de tout. Dans le fond, notre calendrier dépend de cette découverte. L'homme a calculé le temps à partir de cet endroit, à partir de ce moyen. Voilà encore ici un autre endroit. Hein, celui-là, je n'ai pas pu le situer. Mais enfin, n'empêche, le système est exactement le même, en tenant compte toujours que l'étoile polaire représentait l'axe de la Terre. Donc, à partir de là, à partir de ces bases-là, il pouvait travailler. Le but était alors, puisque c'est un but sacré aussi, il fallait reproduire cette grande ours, mais étant donné que c'est consacré, que c'est important, mais il fallait immortaliser cette vision de la grande ours, mais sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle on a des mégalithes qui sont placés à différents endroits. Et si on doit les relier, eh bien, on obtiendra très souvent la représentation du ciel, c'est-à-dire une projection de la grande ours, le grand chariot, sur la terre. Le système, dans le fond, était simple. Hein, comme on dit toujours, il fallait y penser. Je crois qu'il y a plusieurs civilisations qui ont travaillé là-dessus. Donc, on recrée la carte du ciel sur la terre. Voilà un exemple, quel exemple type, que mon ami Paul de Saint-Hilaire a mis au point, oui, très adroitement d'ailleurs, où on retrouve dans des endroits que nous connaissons une projection, chez nous, une projection de la grande ours sur la Terre, c'est-à-dire beaucoup plus grand, à l'aide de mégalithes, ces mégalithes qui sont représentés par les différents points noirs. Il a fait un travail passionnant là-dessus, qui a quand même pris pas mal de temps, parce qu'il fallait surtout démontrer cela. Vous avez donc vu cette représentation, elle va peut-être revenir, hein, cette représentation de la grande ours. On a donc projeté sur la Terre, qui se trouve, une partie qui se trouve entre Forêt, Anderlecht et Dilbeek, une projection mégalithique, où on va représenter à des endroits précis, à chaque fois, un mégalithe. Vu du ciel, nous devons avoir ces différents mégalithes, nous devons avoir la grande ours. Il se fait que ces endroits ont été christianisés, comme je vous ai montré tout à l'heure, il fallait conserver ces endroits. L'Église a posé ses conditions.
On veut bien les conserver, mais il faut les christianiser, mais on enlève les pierres, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus. Seulement, chaque site que vous connaissez probablement chaque site correspond à un mégalithe. Nous avons l'église Saint-Pierre Anderlecht, Saint-Pierre-et-Guidon Anderlecht. Bien, dans la crypte de l'église, il y a ce qu'on appelle un dolmen, mais qui n'est pas du tout un dolmen. Il y a une pierre qui est très ancienne, mais qui rappelle la présence d'un dolmen. On en a fait le tombeau de Saint-Guidon. Comme ça, c'est christianisé, l'endroit existe. Il y a donc une étoile de la Grande Ourse qui est représentée, qui est censée être représentée dans la crypte de l'église Saint-Guidon. Plus loin, à 200 mètres, il y a une source qui est une autre étoile. Vous devez aller dans la région de Dilbé, à l'endroit où Sainte-Hélène a été baptisée, je pense. Et bien dans cette région-là, il y a une chapelle à Sainte-Hélène, patronne de Dilbé. La chapelle a été élevée sur un mégalithe, etc., etc., etc. Il y en a un sous le bord du canal, actuellement, à boulevard Papsel. Eh bien, à cet endroit, on dit que c'est à cet endroit que Saint-Guidon a fait naufrage. Donc, chaque endroit, les 7 points, on peut les repérer. Dès que je vais le faire bientôt avec une équipe à pied, ce qui me fait un peu peur tout de même. Nous allons faire ces 7 points. Je donne une conférence le mois de mars. Et la semaine d'après, nous allons faire les 7 étoiles de la Grande Ourse, mais sur place, à pied. Donc, il y a une projection exacte de cette Grande Ourse chez nous, à l'extérieur de Bruxelles, parce que Bruxelles, en quelque sorte, serait née dans la région d'Anderlecht, ce qui est très probable, vu l'ancienneté du territoire, vu cette présentation des mégalithes, aussi, et vu surtout le terme étymologique d'Anderlecht, Anderlecht, Anderlo, l'eau, le lieu, l'eau, Ander, marcher, le lieu où l'on marche, c'est-à-dire le pèlerinage. Anderlecht serait probablement le plus vieux pèlerinage de la région bruxelloise. Par l'étymologie. Tous nos villages, toutes nos villes ont des étymologies celtiques. Toutes, il n'y a pas d'exception. Sauf celles qui ont été créées un peu après l'an 1000, à partir de l'an 1000. Mais tout ce qui est avant l'an 1000, disons Charlemagne, allez, tout ce qui est avant Charlemagne, eh bien, ce sont des expressions celtiques, qui ont été, il y a eu des problèmes saxons à cette époque-là, qui ont été saxonisés par la suite, et on ne prend plus que ça comme référence généralement. Et tout ce qui est avant Charlemagne, ce sont des étymologies celtiques, Bruxelles, etc., ce sont tout, même dans le nord de la France aussi, ils ont d'ailleurs à Bruxelles dans le nord de la France, on a déjà été là d'ailleurs, depuis lors ils ont mis à Waterloo aussi. Oui, à Waterloo, à côté, et un russe. Ou tout à fait germanique. Ou tout à fait germanique. Tongres, la tribu des Tongres, c'était tout à fait des Germains, il n'y avait rien de celte. Là, les consonances sont très différentes, c'est plus des consonances beaucoup plus brutales. Comme Aix-la-Chapelle, par exemple, c'est beau Aix-la-Chapelle, mais chez eux c'était Acke. Ouais, Acke. C'est vraiment, Köln. C'est coupé au couteau, ces appellations. C'est tout différent. C'est tout différent. Donc il y a ce ciel donc, qui est représenté. Dans le fond, c'est une élaboration du calendrier. Il y a, ça va se remettre en marche probablement, il y a le site de... Non, touchez rien, monsieur. Il y a le site de Stonehenge, notamment, mais qui lui n'est pas uniquement... Lui, c'est un calendrier, j'allais dire vivant, mais c'est presque ça. C'est le calendrier, Stonehenge. On n'en connaît pas très bien le fonctionnement. Tout le monde a donné sa petite cuillère, son petit apport, mais sans en pouvoir donner l'explication. Mais c'est un calendrier vivant, mais qu'il faut pouvoir déchiffrer. C'est pour ça que Stonehenge, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il est antérieur aux Celtes. Oui, mais il y en a les Exerstein, je ne sais pas si vous connaissez, ça c'est en Allemagne, la route Charlemagne qui passait peu connue. Seulement, on a tendance à ne plus tellement parler du site maintenant parce que on a assimilé tout ce qui est celtique, tout ce qui est druidique à l'extrême droite, que ce soit chez nous et certainement en Allemagne et en Angleterre aussi. Ce qui veut dire que d'office, on a collé une étiquette, tout ça a une certaine connotation, donc c'est infréquentable. Et voilà pourquoi certains travaux ont arrêté. On vous interdit d'aller dans le cœur de Stonehenge, vous devez passer tout autour, quand même assez loin, vous ne pouvez pas sentir les pierres, comme ça pourrait se faire. Il y a une autre connotation, et moi j'ai l'impression qu'il y a certains travaux qui ont été interdits, supprimés, on n'y a plus tellement d'intérêt, parce que ces zones ont été balisées dans des zones infréquentables.
vu qu'on a collé comme ça, je ne sais pas si vous le savez, je le dis quand je peux le dire, quand je suis dans le sujet, mais la croix celtique est un signe qui est l'amalgame est considéré comme la croix gammée, par exemple, le svastika. On ne sait pas ça, et pourtant c'est vrai. Pourtant c'est vrai. Donc de moins en moins, nous verrons des croix celtiques, par exemple. Celui qui ouvre un cercle, le nôtre par exemple, on met comme symbole, plutôt qu'un labyrinthe ou une colonne, eh bien on met simplement la croix celtique, on a des ennuis. J'en connais à qui c'est arrivé. C'est pas... Et dans les rapports de police, eh bien, il y a des règlements de police. Si vous mettez un drapeau de la croix celtique à la fenêtre, évidemment, pas dans un village de Wallonie, mais vous pouvez dénoncer, vous avez des problèmes. C'est que vous êtes taxé d'extrême droite. C'est dire que tous les Bretons sont fachos à la limite. C'est vrai en plus. Et il y avait justement la fête à Liège, c'était la Saint-Folien, où le curé a placé sur la place une très grande croix celtique. Ben, il faut faire gaffe, parce qu'en principe, c'est pas toléré. C'est pas toléré. On dit que c'est interdit, non, c'est pas toléré. C'est un problème. C'est un problème. Donc, l'axe du ciel, nous en avons parlé. Le système, nous en avons parlé. L'alignement, eh bien, je vous ai parlé des constellations qui étaient représentées à Stonehenge, mais Stonehenge qui, en principe, devrait donc être un calendrier entier, mais que l'on ne peut malheureusement pas, qu'on ne peut plus utiliser. Donc, cela va donner également un travail que les Celtes vont devoir faire, un travail de plusieurs générations aussi. Et il est possible, je vous le dis pour ce que l'on me l'a donné, il est possible que ce travail qui va se faire de génération en génération chez les Celtes va donner naissance à une recherche de généalogie. Parce qu'il n'y a aucun endroit au monde où on s'intéressait à la généalogie que chez les Celtes. Très intéressant. Pensez à l'arbre de Jessé, la Vierge Noire, c'est typiquement celtique, l'arbre de Jessé, ça n'a rien de chrétien. Donc c'est une recherche de ses ancêtres. Mais il fallait placer là des personnages consacrés. C'est-à-dire David, Salomon et tous les autres, et terminé par la Vierge. Et voilà. Regardez la chapelle Sainte-Alain, qui se trouve dans les hauteurs de Dilbeek. C'est assez caché, ça se trouve chaussée de Minot, je pense, mais c'est très caché. Une fontaine qui se trouve ici, la fontaine du Pippenzip, c'est où se trouve la surface commerciale Anderlecht, là, sous l'autoroute. Ah oui, le Corin, tout ça. Oui, c'est ça. Le champ Saint-Guidon, où Saint-Guidon, dit-on, passait avec sa charrue, il faisait ses travaux à cet endroit. Le chêne de Saint-Guidon, on dit qu'il a planté son bâton, des feuilles ont poussé sous le bâton, c'est devenu un chêne, il existe toujours. Le tombeau de Saint-Guidon, qui est un mythe. La chapelle Saint-Guidon, ça n'existe plus du tout. L'endroit du naufrage de Saint-Guidon, c'est le boulevard Pamsel, je vous le dis, et le chêne de Saint-Guidon. Ça ne forme exactement la Grande Ourse. C'est donc une projection du ciel à une époque où il y avait des mégalithes à ces différents endroits. Ça, c'est le but du travail. Vous imaginez que c'est tout de même assez extraordinaire. Je le répète toujours, le premier qui en a parlé a retrouvé le système dans les livres des bénédictins, puisque c'est là que Saint-Hilaire a été initié. Et voilà cette représentation, comme il l'a trouvé, il est allé sur place, il est allé faire exactement tous les endroits, il a calculé les distances d'abord, il a également calculé les endroits, et surtout les légendes, dont on ne parle plus à l'heure actuelle, parce que chaque endroit, chaque pierre a sa légende. Parce qu'il fallait immortaliser cela, il fallait conserver cet ouvrage qui est assez exceptionnel, qui continue donc en principe avec d'autres points qui ne sont pas ici, puisqu'ici on va à Forêt, on a une église Sainte-Alain à Forêt qui pourrait donner le départ, et ça je lui ai dit en son temps, parce que c'est vrai, Sainte-Alain à Forêt se trouve là, c'est l'église Sainte-Alain qui est en relation avec les légendes de Saint-Guidon et de Sainte-Alain, eh bien, peut donner un endroit, cette petite église à Forêt, où il y a une abbaye, peut donner l'endroit d'une nouvelle pierre. L'abbaye Saint-Denis. Oui. Et on pourrait refaire une nouvelle Grande Ourse à partir de Forêt. Et là, j'ai fait des recherches personnelles. Vous imaginez, quand on parle de ça à des gens qui s'occupent de l'histoire de Bruxelles, je me fais passer pour un farfelu, mais n'empêche, il y a des situations
qu'on peut retrouver dans la ville de Bruxelles. Il pourrait donc y en avoir une autre dans ce style-là, mais peut-être encore une troisième, ce qui viendrait à prouver nos origines. Ça, c'est Carnac également, je n'en ai pas parlé, il y a un petit sketch là-dedans. Ce sont les alignements qui ont également beaucoup d'importance dans le système constellation reproduite sur la Terre. Reste à trouver lequel, c'est ça le travail. Comme Astronomie, j'avais je crois que j'ai... Oh non, on la voit très mal. On va s'en passer. Voilà la constellation du Taureau, par exemple, parce que reste le mystère. Vous avez beau dire, c'est très bien. Nous avons cette constellation du Taureau. C'est bien. Seulement, allez toujours trouver un taureau dans cette constellation. Et pourtant, c'est son nom. Non, non, mais ça c'est C'est une C'est relation impossible. que j'ai pris en vitesse. C'est pratiquement impossible. Ce nom, symboliquement parlant, les saints qui seront placés comme Saint-Guilain avec l'ours, avec un taureau ou un bœuf, généralement c'est un bœuf à leur pied, eh bien, c'est une signification avec une représentation d'une étoile des constellations, la constellation du Taureau. On peut refaire tous ces endroits. Il faut voir l'authenticité datée également. Ça ne peut pas être quelque chose de récent, mais n'empêche, ça peut se refaire. Ces constellations, nous irons à Lan bientôt. Eh bien, vous verrez que le site de Lan a été conçu et basé sur la constellation du Taureau. Le bœuf ici, parce que le bœuf est un instrument de travail. Donc, où il y a une constellation, la reproduction d'une constellation du Taureau, eh bien, vous aurez toujours une légende où, par exemple, on transporte les reliques d'un saint, on sait souvent, le chariot ne veut plus avancer, il y a quelque chose qui se passe et puis le chariot continue. Donc, il y a quelque chose à cet endroit qui a été christianisé par la légende, mais pour qu'on n'oublie plus jamais que cet endroit est consacré. C'est ça l'importance. Voilà pourquoi l'intérêt à étudier les saints, le calendrier des saints et leur présence. Oui, pourquoi vous comprenez pourquoi maintenant je suis attaché aux saints que l'on trouve dans certains endroits et qui peuvent interpeller. C'est notamment celui de la constellation du Taureau. Voilà encore un menhir qui a été placé pour des raisons dont on ne parle pas à Dole. C'est un Dole de Bretagne, oui, c'est un des plus beaux qui existent, je pense, c'est immense. Ceux qui l'ont vu, on a un bon souvenir, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais il s'est cassé à une époque, on l'a restauré, on voit la cassure d'ailleurs. Alors voilà cette écriture celtique, qui est intéressante, nous allons voir ça. Après, nous allons faire un petit break, si vous voulez bien, cette écriture celtique qui sera toujours... Vous avez ici des runes, et vous avez ce système d'entrelacs. Ça ne peut pas vous tromper. Il y a un système d'entrelacs qui joue dans un sens, et des restes d'écriture runique ici. Et cet entrelac, ça tourne toujours, pour des raisons que nous allons voir après, puisque nous allons parler maintenant de l'écriture. Nous avons introduit ça, il faut parler de l'écriture, il est 11h30. On prend un café et on revient si vous voulez bien. Ne pensez pas à Glosel, etc. Vous intéressez au problème de Glosel. Mon ami Corsaire est très triste parce qu'il prétend maintenant, mais c'est une toute petite parenthèse, Glosel, on s'est fait un séminaire, il prétend que ça a été réalisé au 5e siècle. Dans ses dernières recherches. Après, dernières recherches, je l'ai vu il y a quand même quelques années, Corsaire, qui était un ami, et on a perdu tout contact. Mais il était très déçu parce qu'il avait des tas de preuves qui peuvent dire que c'est une écriture qui a été... c'était pas de l'escroquerie, mais enfin disons qu'il y a peu d'applications, mais qui daterait du 5e siècle de notre ère. C'est aussi une triste histoire. Il y a un livre chez Cadat, vous le connaissez, sur très bien fait. Bon, alors comment cette écriture va naître? Les Celtes n'ont pas d'écriture, ces gens n'ont pas écrit, c'est pour ça qu'on fait peu de choses. Et qu'il faut essayer de retrouver un petit peu par du concret, c'est-à-dire ces pierres, et nous en avons une là. Eh bien, curieusement, ça paraît curieusement, eh bien ce sont les femmes qui vont donner naissance à l'écriture. Comment? Non pas en écrivant, non, en tressant. Les femmes vont tresser, il y aura le tressage, et les différents nœuds de ce tressage de femmes crée la première écriture. Quelque chose que je ne comprends pas, vous me dites que les Celtes avaient des druides.
Aristide, qui parlait grec, Oui. ils devaient écrire le grec. Ah oui, d'accord. Eux. Donc ils avaient une écriture. Ah oui, mais c'est une langue d'initié. C'est une langue d'initié, le grec. Le celte. Et qui ne passait pas Ah, chez le non. commun des mortels. Ah non, non, attention, ça c'est très important. Il y a, partout vous verrez, il y a le langage des prêtres, toutes les langues en Asie aussi, et il y a le langage du bonhomme courant. Du commun. Ah, c'est tout différent. C'est tout différent. Il y a même des bénitiers. Des bénitiers, j'en ai vu en Angleterre avec Saint-Hilaire, dans une petite église, ben alors la petite église, il y en a pas une comme ça chez nous, en plein milieu de champ, où il n'y avait rien que des moutons. Je ne sais pas si tu étais là à l'époque. Il y a un bénitier en bronze où il y a au-dessus la langue des prêtres et la langue du commun. J'ai jamais vu ça 2 fois dans ma vie. Et les liaisons qu'il y avait, c'était fabuleux. Fabuleux. Où il a été cherché ça, j'ai jamais compris ça. Il paraît que c'est le seul exemple en Angleterre. Vous y arrivez, comment il a su que c'est... Alors moi qui d'habitude préparais ces voyages, parce qu'on avait avec beaucoup de monde, il y avait 50 personnes dans un car à cette époque-là, on refusait du monde, il y avait des listes d'attente à cette époque-là, tous ces gens ont disparu depuis. Hein. Bon ben, moi j'ai dû préparer ces voyages, comme je faisais toujours, mais pour trouver ces églises, j'ai jamais trouvé. Beaucoup de m'excusent, mais oh, mais t'as pas cherché de là. Il y avait autre chose dans la journée hein, qu'il fallait chercher également. Je partais un jour faire ça, hein, et j'étais dans Sussex, là-bas, quelqu'un demandé sur le genre. Hein, mais lui, il l'a trouvé, heureusement d'ailleurs, puis il nous a montré un ossuaire, le seul, je crois que c'était un des seuls dans l'Angleterre, qui existait encore, un ossuaire dans une cave, quelque chose, tous les crânes étaient marqués, lui il a été chercher ça, je comprends pas. Moi j'en trouve parfois, mais c'est avec beaucoup de timidité. Mais là, c'est... Tu l'avais été chercher cette histoire. Enfin bon, il y avait cette petite église, et il y a le langage, en Égypte aussi, hein, il y a des représentations de la langue des prêtres, de la langue courante. Hein. Oui, oui. C'est beaucoup plus... Ben, chez les Celtes, c'était la même chose. Donc ce grec existe, c'est une langue, c'est par correspondance, c'est une langue que l'on parlait dans tous les pays celtes, mais réservée aux druides. Hein. Non, ici ce sont les femmes, et vous allez comprendre pourquoi, ce sont dans le fond des nœuds, ce sont ce qu'on appelle des franges maintenant, le tapis, ça devait être un petit peu ça, hein, de longues écharpes avec des franges. Et ça va donner naissance au nœud qui a une importance capitale dans les pays nordiques. Hein. Tous les marins ont une connaissance des nœuds, par exemple de Saint-Louis, qui est très intéressante à certains endroits. Tous ces nœuds vont être récupérés, hein, ils vont être adaptés autrement. Les nœuds des marins, je crois que ça fait des tablettes entières, et je crois, je ne suis pas si rien qui ont fait la marine, mais j'en avais un avant, mais je vais expliquer ça. Eh bien, tous ces nœuds ont leur importance en marine. Hein. C'est technique. Hein. Ah oui, c'est technique, mais il faut voir ce que ça a été avant. Bon, je veux bien que c'est technique, mais il faut voir ce que ça a été avant, ça doit avoir une autre signification. Ah, c'est un travail à faire aussi, hein. Une chose est certaine, ces entre-là, eh bien, c'est le tissage des femmes qui est représenté, c'est l'évolution suivante. On va les représenter dans la pierre. Mais on ne connaît pas, personne de crédible n'a pu traduire, n'a pu expliquer cette écriture. Il y en a probablement encore essayé, mais je crois qu'il faut laisser tomber le système. Voilà, je vous projette ici, ça se trouve en Allemagne également, sous les bords de la Moselle. Hein. Vous avez une scène religieuse, on la projettera la fois prochaine pour mettre le roi. Une scène religieuse qui est très connue, on a le Christ qui est sur un tau et pas sur une croix, donc authentique. Marie-Jean et l'évêque du coin, tout le monde doit être quelque part, en fait c'est pas tellement important, mais regardez la signature, nous avons à nouveau une rune. Hein. On a de nouveau une rune qui est datée, avec des lettres. Donc, il y a peut-être des noms, il y a peut-être une orientation. N'empêche, c'est une croix qui est représentée comme les runes. C'est le seul endroit où l'Église tolérait les runes, c'est sous les pierres tombales. Mais ça ne s'appelait plus des runes, hein, c'est l'évolution. Hein. Personne ne vous dira que ceci, ce sont des runes. C'est l'évolution. Hein. Sur les pierres tombales, on va en retrouver. Et quand nous ferons la paléographie approfondie, eh bien, on verra comment on crée ce genre de signes. Parce que ça a son importance aussi. Si on regarde bien, vous avez la croix-gammie. Oui, le swastika. Oui. Qui est un symbole de soleil. Hein. Oui, donc les lettres doivent avoir... Elle est dans le sens inverse. Oui, oui. Elle est bénéfique, celle-là. Et vous avez les lettres qui doivent correspondre. Hein. Vous avez deux crânes plutôt qu'un, qui en principe est le crâne d'Adam. Comme ça. Et on devrait vous montrer ça.
Ceci a beaucoup d'importance, ce crâne qui est là. Ici, il y en a deux. Alors, ou bien celui qui a dessiné cela, qui a peint ça, n'avait pas la connaissance, ne pouvait pas, n'était pas initié dans le fond, il a repris ce que certains autres ont fait, mais l'endroit, nous reverrons ça, l'endroit où la croix a été plantée a beaucoup d'importance, hein, et symbolique et historique à la fois, et représentatif pour la religion, mais ça nous verrons. Hein. Donc le saint est consacré ici, c'est un abbé mitré, qui va avoir beaucoup d'importance parce qu'il a un sudarium en main. Hein, c'est ce genre de drap que les commis qui l'entourent, eh bien, il devait prendre ce drap pour éponger son front quand il faisait chaud. Ça montre que c'est un personnage influent. Quand vous avez un père abbé ou un évêque hein, qui est présenté avec le sudarium, il y a beaucoup de chances que ce soit un évêque ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la dia, elle est assez floue, bien, ça représente le sudarium, c'est-à-dire son importance. Hein. Et la crosse est ouverte vers l'extérieur, ça veut dire que c'est un personnage très influent. Ça, le concrétise deux fois. C'est à Oberwesel, sur les bords de la mer. Donc, on a ce système tressé qui existe, et puis il y aura le système runique. Hein. Le nombre varie, il y en a eu 26, puis on en a fait 28, et puis les runes en une fois vont disparaître, totalement, et voilà la récupération. Il y a donc quelque chose, il y a un déclic qui s'est fait à une certaine époque. Attention, cet héritage runique n'est pas tellement ancien. Hein. Je crois qu'on peut le dater du 14, même du 15e siècle. C'est pas plus ancien. Hein. Donc pendant des années, on a abandonné le système et puis en une fois on l'a récupéré. Mais par une façon que nous verrons la prochaine fois. Les rues ont disparu. Au fil de temps, les chrétiens, on les employait plus, mais on les a exhumés à certaines occasions, mais surtout ici parce qu'on va en faire toute autre chose, tout en se basant sur le style d'indication de marque surtout, et quand nous étudierons les marques, comment on fabriquait les marques, comment on les choisissait, eh bien vous verrez qu'on a chaque fois ce symbole runique qui revient. Donc c'est une réutilisation. On a parlé du système par nœuds également, les nœuds donc qui ont beaucoup d'importance. Hein. Ces marques runiques deviendront des symboles maçonniques. Et quand je dis maçonnique, ça n'a rien à voir avec les loges, il y a des gens qui travaillent la pierre, c'est-à-dire maçons, sculpteurs, ardoisiers, qui travaillent le bois également, ébénistes, charpentiers, surtout ébénistes moins, mais charpentiers surtout. Donc ces signes seront tous différents, la plupart, et seront attribués corporation. Et je pense que c'est de là qu'on appelait ça signe de marchand. C'est complètement farfelu, mais de temps en temps, on rencontre cela. Remarquez à nouveau ces entrelacs. Ici, nous avons un chapiteau roman, où vous allez les voir partout. Hein. On a toujours ce souvenir de ce qu'on appellera entrelac celtique. À chaque fois, il y a une référence, ici, au travail des Celtes. Je sais s'il y en a. Hein. Regardez ici, il est très beau celui-là, c'est en Bretagne, à Landévennec, à l'abbaye. Vous en avez plusieurs à découvrir. Voilà le genre d'entrelac celtique qui est devenu à la mode maintenant. On fait des belles cartes postales hein, qui rappellent un peu comme le celtisme est à la mode. Mais il n'est pas à l'envers, il est comme ça. Parce que c'est curieusement, ils sont travaillés à la base des colonnes. En blanc encore un. Voilà. Hein, même chose. Et là derrière se trouve le mythique tombeau du roi Dis. Les moines de Landévennec prétendaient détenir dans une crypte les restes du fameux roi Dis, mais qui est légendaire. À quelle fin? Eh bien, ça c'est très compliqué. Hein, parce que c'est aussi très païen. Le roi Dis, c'est plus légendaire également. Mais il y avait vraisemblablement un roi qui a un petit peu agi comme ça, mais c'est très légende, c'est très beau, mais c'est très légende. Donc, il y a cette récupération hein, qui existe. Ces emblèmes également deviendront des emblèmes de famille aussi. Donc, la réutilisation est très importante, surtout au XVe et au XVIe siècle. Alors, il y a ce fameux calendrier, puisque nous repassons de l'écriture. Je voudrais tout de même dire deux mots sur ce calendrier que nous connaissons. À l'origine, il y a
le calendrier qu'on appelle le calendrier julien, qui est un calendrier qui sera établi par Jules César. Alors on place son nom, comme ça on est sûr, c'est encore une indication supplémentaire. Ce calendrier julien qui a beaucoup d'importance, mais qui va être modifié à chaque fois que l'on retrouve qu'on a certains décalages, on modifie. Et puis tout un temps, on va abandonner ces modifications. On calcule avec, à l'époque, il n'y a pas dans 1000, il n'y a pas dans 900, on calcule d'après la création de Rome. Il y a une date qui est fixée, création de Rome. Le calendrier commence, c'est une date mythique, mais le calendrier commence à cette date-là. C'est un départ. Et puis, il y a des subdivisions. On calcule les années de règne des empereurs. Donc, on ira, troisième année du règne de Néron, eh bien, on sait que 3 ans après le début, il faut connaître la date, bien sûr, du règne de Néron, eh bien, c'est de cette époque-là que nous parlons. Imaginez-vous que les historiens qui ne se sont pas donné la peine de faire ces calculs, ces tables de conversion, ça devient très compliqué pour situer un fait dans l'histoire, et on a 9 chances sur 10 de se tromper. Mais comme il est établi que tout le monde copie sur tout le monde, eh bien, les dates, tu dois savoir ça. Même à certains moments, on retrouve qui a copié sur un tel, quand on lit du coup. 758. 758 avant Jésus-Christ, c'est la création de Rome. C'est comme pour nous l'an 1, la naissance du Christ, l'an 0 plutôt, la naissance du Christ. Donc c'était la fondation de Rome. C'est pour ça que je dis toujours à l'an 1000. Cette grande frayeur de l'an 1000, on ne savait pas qu'on était à l'an 1000. C'est une invention qui est venue après, on ne savait pas, on calculait d'après la date de Rome. Donc tout ce qu'on a dit, cette frayeur, etc., c'est quelque chose d'invraisemblable. Ça n'a jamais existé. Il y a peut-être eu autre chose à cette époque-là, on a parlé de comètes également. Donc on a ce calendrier julien, et une année, attention, ça c'est important, l'année fait 155 jours dans le calendrier julien d'origine. Donc tout cela a été bien modifié entre-temps. Il y a eu des adaptations, et des adaptations qui vont se terminer, je vais vous en donner certains détails, finalement au XVIe siècle. Donc la religion, plutôt la doctrine romaine, va mettre un point d'honneur à faire ces différentes transformations à ce calendrier, et puis on va décider que le début de l'année se ferait le 1er mars. Et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours une trace, c'est que le dernier jour de l'année, quand on y a trop, c'est le fin février, c'est l'année bissextile. C'est le jour qu'on ajoute le 29. Pourquoi? Mais parce que le 1er mars, eh bien, commence cette nouvelle année. Il faudrait retrouver, je ne pense pas que c'est énormément d'importance en ce qui nous concerne, mais il faudrait retrouver toutes les dates, ça c'est un beau travail aussi, où il y a eu des changements de calendrier. C'est en général les astronomes qui écrivaient ça, où il y a eu des changements, des modifications. Ça doit être très intéressant. Un tableau doit exister en principe. Je crois que j'en ai vu un, mais malheureusement, il ne m'a pas fait. C'est également César qui va, ou son équipe, qui va choisir les noms des mois de l'année. Nous avons encore mars, nous avons encore juillet, nous avons juin, etc. Tous ces mois de l'année ont été, au départ, il faudra aussi voir s'ils sont identiques aux nôtres maintenant dans ce calendrier. Il faudrait revoir cela. Il y a une trace de chiffres déjà. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. Donc il doit y avoir, il doit y avoir une nomenclature qui nous montre exactement les modifications qui ont été faites. Et voir s'il y a une concordance avec nos saints du calendrier aussi, quel travail. Parce que ça doit être fait aussi. Voilà encore des entrelacés celtiques. Ah là, on y a mis le paquet. C'est toujours à l'an devenir. Notez que ceci est illisible pour nous, profanes, mais ça veut dire quelque chose. C'est pas de la décoration. Il n'y a pas de décoration à cette époque-là. La décoration, c'est un terme. Je me lance, la décoration, c'est un terme qui va naître à la fin du XVIe siècle. Tout a un sens. Mais on n'a jamais décrypté ça. Ça a peut-être été fait, oui. Mais il n'y a aucun livre pour le profane où on en parle, et c'est bien dommage. Ou ne fût-ce que des propositions, mais ça personne ne fera. Non. On vous datera, vous aurez un guide qui va vous faire découvrir, ce qui est déjà pas mal. On peut en faire le dessin éventuellement, comparer, mais c'est déjà une étude. Donc, il y a des choses intéressantes dans les monographies. Si on n'a pas la bibliothèque royale, eh bien, vas-y toujours. Là, il y a un capital, évidemment, qui est intéressant. Non, il y a un message à découvrir, ce n'est pas de la décoration.
cours des alignements. C'est Carnac aussi. On ne peut plus circuler. Alors, l'Église va prendre les devants, on va faire une régularisation de ce calendrier, on va la faire en 1582. C'est un pape, c'est Grégoire XIII. Ah oui, ça sera la grande mise au point définitive de ce calendrier qui deviendra notre calendrier grégorien. On abandonne, oui, Grégoire XIII, on abandonne le côté julien de l'affaire, ça deviendra le calendrier grégorien. Seulement, il y a un problème, c'est que le pape, c'est un chef hiérarchique, mais tout le monde n'est pas en accord avec ce que raconte le pape. C'est-à-dire qu'il y a d'autres tendances, les protestants par exemple, vont dire niet, eux vont conserver le calendrier julien. Est-ce que ça peut mettre comme en brouille dans le monde? Parce qu'il n'y a que ceux qui reconnaissent le pape, de l'Église catholique romaine, qui vont changer leur calendrier. C'est un peu comme chez nous au gouvernement. Il suffit que quelqu'un ait une bonne idée pour qu'on dise c'est pas vrai, c'est pas comme ça, et on attaque dans tous les sens. Ça c'est classique chez nous. Mais c'est un peu comme ça aussi. Tu me dis que c'est le pape qui l'a. Ah, c'est bien. On attend. Donc je dois faire ça en fonction des attentes. Je vais l'éteindre. Non? Ah, vous ah mais oui, laissez-le bouger là. Donc, les pays protestants vont se détacher de ce calendrier. N'oubliez pas que nous sommes en 1582, guerre de religion, etc. Donc, pays protestants, mais autres tendances, les anglicans aussi, par exemple. Le roi, l'Église orthodoxe, mais là, il y a eu d'autres changements entre-temps. Mais là, le roi d'Angleterre est le chef de l'Église, ou la reine d'Angleterre, donc pas question, et tout ça pour le divorce d'une femme, ça c'est fabuleux quand on voit des trucs comme ça. Henri VIII qui dit qu'il y a des problèmes avec le Vatican, c'est moi qui fais la religion maintenant, c'est fou. C'est fou, et que les gens se sont habitués au système, enfin ça c'est autre chose. Mais l'Église anglicane, on ne croit pas en la suprématie du pape, donc automatiquement, leur calendrier, on ne les pousse pas. Donc ça a été, disons qu'il y a eu tout de même une certaine difficulté, et c'est devenu de plus en plus compliqué. L'année bissextile va d'ailleurs être régularisée aussi dans le calendrier grégorien. Ça va être de plus en plus compliqué. Il y a la question des équinoxes qui va être faussée aussi, comme je vous l'expliquais la fois passée, avec des fêtes qui ne correspondent plus au printemps, etc., à nos saisons avec lesquelles nous travaillons maintenant. Donc il y a un décalage complet. Et l'Église prendra une décision. Il y a des astronomes, astrologues aussi, qui ont été chargés de faire le calcul au finish, et on a remarqué une chose, c'est qu'il y avait un décalage de 11 jours au calendrier depuis la naissance du Christ. Ça a été établi, l'Église a fait une rectification, si bien que du jeudi 4 octobre 1582 au vendredi 15 octobre 1582, il y a une absence de 11 jours. C'est bon pour ceux qui touchaient leur paye à la fin du mois. C'est ça de gagner. Mais n'empêche, on a cette période qui est très importante dont il faut tenir compte. Surtout quand on fait l'histoire des pays qui n'ont pas adopté cela. Donc il y a ces 11 jours perdus. On passe du 4 octobre au 15 octobre. Les autres pays vont se mettre en route, mais ça va prendre un temps fou. On changeait de jour quand on partait de France vers l'Angleterre, par exemple. Ah oui, forcément. L'un avait de l'avance sur l'autre. Donc, ça pose problème. On ne parle jamais de ces problèmes dans l'histoire, ces changements et ces adaptations. Moi, je compare ça souvent à un travail que j'ai fait quand j'ai eu beaucoup de plaisir à refaire les rues de Bruxelles, mais en tenant compte des gens qui ont habité à la Révolution française et avant, à l'époque où il y avait une autre numérotation dans Bruxelles. Ah oui. Les rues, les maisons étaient numérotées par quartier. Bruxelles était divisée en quartiers. Vous aviez par exemple le 1002, c'est une maison qui se trouvait à tel endroit dans le quartier. Donc la numérotation partait dans tout le quartier. Il y a des tables de conversion qui existent où on peut retrouver la maison à condition, il faut aller sur place et au cadastre, à condition qu'une maison n'a pas été divisée en deux, par exemple, ce qui est souvent le cas, ou en trois, ce qui est souvent le cas. Là, j'ai eu un travail fou, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, j'espère que je ne me suis pas trop trompé dans ce travail, mais j'ai pu reconstituer certaines maisons qui ont un numéro tout à fait en dehors.
Alors, c'est un peu le même travail d'historien ici, quand on veut retrouver... la fête de Noël avait changé aussi pour ces pays. Donc, tout a été transbahuté, tout a été en quelque sorte transformé, et des changements auront lieu. Par exemple, en Suisse, j'ai noté les dates, je pense, en Suisse, en 1584, seulement, le calendrier va se transformer, va être adopté. En Pologne, en 1586. En Hollande, là, ils vont traîner, c'est en 1700. Donc c'est seulement en 1700 que la Hollande, qui est un pays à la fois luthérien et calviniste, bon, il y a encore des catholiques, hein, mais qui est surtout luthérien et calviniste, eh bien, en Hollande, ils emploieront 1700, c'est-à-dire plus de 100 ans, plus d'un siècle après la Réforme. Et les choses commenceront là tout doucement à bouger. L'Angleterre, la Suède, l'Angleterre et la Suède, pas le Danemark, pas la Norvège, 1752. À partir de ce moment-là, on arrive à refaire, à adopter un nouveau calendrier. Alors, les gens qui ont été les moins d'accord avec tout cela, bien curieusement, on en parle, 1584, eh bien, ce sont les Suisses. Et après 1584, les autorités suisses, tous les gens qui habitaient vraisemblablement la ville, eh bien, ces gens-là avaient adopté le calendrier, mais dans les montagnes, ils ont toujours refusé. Les petits Suisses du haut, là, ils ont toujours refusé. Et il y a même eu j'ai une trace de ça, il y a des amendes qui ont été imposées à ceux de la montagne qui employaient toujours le mauvais calendrier. C'est curieux, hein? Ah, il y a des obstinés, hein? Mais officiellement, dans tout ce qui est administratif, c'est en 1584 qu'on va adopter en Suisse ce calendrier. Malgré qu'ils aient adopté en partie le calendrier grégorien, eh bien, les Russes, les Grecs, les Bulgares, par exemple, eh bien, ils ont ils ont adapté certaines particularités du calendrier grégorien. Seulement, ils ont toujours pris ce calendrier julien. Mais quelques particularités, si bien que leur fête passe toujours 15 jours après les nôtres chez les orthodoxes, par exemple. Ben, la Noël, je crois que c'est le 9 ou le 10 janvier. C'est le 7, je pense. C'est la chandeleur. Ça change, hein. De 13 jours. Oui, ben bon, le c'est au mois de janvier qu'on fête Ouais. la Noël, par exemple. Ils ont encore toujours ce dégalage. C'est notre à la religion. chandeleur. C'est parce que c'est religieux. Ouais. Hein. Oui, pour la religion, il y a Parce que c'est le religieux, juillet. hein. Parce que sinon, le changement... Oui, ils l'ont adopté. c'est Et alors, il y a eu quelque chose de très intéressant, c'est que lorsqu'on datait une lettre, on mettait AS tout au début, avant la date, ou NS, ancien style, nouveau style. Pendant 2 siècles, ce genre de littérature. Et encore à la Révolution française, j'ai retrouvé une lettre comme cela, où il y avait ancien style, et il y avait l'ancienne date. Donc là, ça devient facile, on a en quelque sorte un code. Alors, il faut savoir qu'à partir de l'an 1000, eh bien, on va abandonner totalement. Dans le fond, c'est presque à la même époque où on transforme le baptême. J'imagine que ça doit être à cette époque-là qu'on transforme le baptême, que le calcul de la fondation de Rome sera aboli complètement, notre calcul de la fondation de Rome, et on va remplacer ça par une date qu'un obscur moine dans un obscur couvent qui s'appelait Denis. Je ne sais pas pourquoi, bien cet homme un jour a présenté un projet, voilà, le Christ est né à telle époque, maintenant on va calculer un calendrier à partir de cette époque-là. C'est lui qui a trouvé ça, le moine Denis, avec YS je pense. Oui. Non, il n'y a pas d'essai de Denis, D-E-N-Y. Et c'est lui qui a lancé, qui a trouvé, qui a proposé à l'Église, le Christ est né à telle époque, et dorénavant, tout se calculera avec cette époque. C'est donc un homme, un obscur moine, qui a pris cette décision. Oui, parfois, on est quand même un peu faussé. D'où vient son travail? Qui l'a commandé? J'en sais absolument rien. Mais n'empêche... Mais cette date est soumise à beaucoup de controverses. Oui, fatalement, quand on voit par où le calendrier est passé, on ne peut pas être d'accord avec tout. Hein. C'est pas moins 6, Moins 7 en principe. Oui. En principe, à Maretsu, tout le monde est d'accord avec ça. Je crois qu'eux prennent moins 7 comme... il y a l'histoire de comète, on m'a toujours expliqué. C'est passé, et on peut historiquement faire... oui, il faut abandonner une chose, et pour le moment je m'y intéresse beaucoup. Les rapports Bible et faits historiques sont faussés la plupart du temps. Hein. Je terminerai par... Entre-temps, il y aura peut-être une dia, mais elle n'est pas très descriptive, parce que terminée. Par ce travail de la Grande Ourse sur Bruxelles. Hein.
je me suis dit que, et Saint-Hilaire m'avait dit à l'époque, il y a un travail à faire, je dis tu dois le faire, mais c'est pas simple. Il y a une continuité, donc il doit exister d'autres reproductions en miroir sur la terre de la Grande Ourse. Alors, j'ai des points à vous proposer. J'en ai un dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui est l'île Saint-Géry. Non pas parce que Bruxelles a été créée à cet endroit, en principe, non. Bruxelles crée, je m'explique, cité administrative, comme à la colonne du Congrès. Hein. Le bourg du Seigneur et tout ce qui est administratif. Hein. Il n'y avait pas d'habitation à l'île Saint-Géry, il fallait demeurer pour habiter dans les marais. Où on Ça démarre. Tu es là, c'est magnifique, ça c'est... Un autre élément, nous avons l'élément du secret qu'on rencontre au Moyen-Âge. Hein. Ça veut dire qu'on a lié la langue du personnage. Et on tient des deux côtés cette sorte de liane qui sert, qui empêche de parler. Mais on a toujours, ça veut dire qu'à cet endroit, il y aurait eu, il y a peut-être toujours, un secret à découvrir, à ne pas divulguer. Ça peut être quelque chose qui nous paraît ridicule à l'heure actuelle. Hein. Un problème technique, par exemple. Une partition qui a été peinte sur le mur, par exemple. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Il ne faut pas chercher trop loin. N'empêche, on retrouve toujours ces entrelacs celtiques qui sont représentés. Et c'est où cette... J'en sais rien. J'ai des tonnes de photos. Il aurait fallu tout noter. Je sais qu'il y en a qui font ça, mais j'en ai des tonnes de diapositives et de temps en temps, je m'en fais tourner pour trouver quelque chose et qui ne sont pas répertoriés. Hein, il faut le temps pour faire tout ça. Vraisemblablement, c'est sous la route de Compostelle. Évidemment, la route de Compostelle commence à Bruxelles et finit à... J'ai fait toute la route jusqu'à Compostelle en partant de Bruxelles, la place Fontanas, comme tout le monde. Enfin, comme tous les pèlerins dans le temps. Ceux qui venaient des Flandres, notamment. De la Flandre, pardon. Et les Anglais, également. Chez nous, souvent. Voilà cette même reproduction, mais qui est la même qu'à Bruxelles. Hein, on a le nom des différentes étoiles. Hein, on a cette même reproduction, mais dans le fond c'est un guide, hein, ce n'est pas Bruxelles, mais c'est ce qui pouvait conduire de la Wéry, vous en rencontrez plusieurs. Alors voilà. Vous ne voulez pas revenir sur la diapositive? Oui. Je crois qu'elle est nette. Voilà. Alors voilà l'église Saint-Guidon. L'église qui renferme dans la crypte ce qu'on appelle le tombeau de Saint-Guidon, mais qui est un mégalithe, ou qui rappelle la présence d'un mégalithe, parce qu'il n'y a plus rien de ce mégalithe. Il y a le socle, hein, il y a une tablette qui doit tout de même dater du 5e siècle, en principe, légèrement en trapèze. On peut la dater, sans se tromper je crois, on peut la dater au 16e siècle. Voilà une chapelle, 1,5 km de là peut-être, est une chapelle à Saint-Guidon. Il y a le chêne de Saint-Guidon à l'arrière. Donc, à la place où il y avait ce mégalithe, eh bien, on l'a christianisé, on a placé une chapelle à Saint-Guidon, puisque c'est le culte de Saint-Guidon et de Sainte-Haleine qui se confondent. Il fallait trouver des légendes. Voilà ce fameux tombeau de Saint-Guidon. Hein, une plaque funéraire, une dalle, avec un calvaire avec 4 feuilles. Un calvaire, c'est typiquement 5e, peut-être 4e siècle aussi. Il y en a de belles à Gand, à l'abbaye Saint-Bavon. En voilà une, donc c'est une très belle pierre, et ceci, la maçonnerie est beaucoup plus récente. Donc on a représenté, ceux qui ont fait ce travail ils savaient qu'il y avait là un dolmen. Hein? C'est beaucoup plus complexe que cela, parce que par l'ouverture, eh bien, on doit avoir de part un petit vitrail qui est sous l'autel, à une certaine heure du jour, à l'équinoxe, on doit avoir le rayon de soleil qui passe en dessous du dolmen. C'est vous dire que même ceux qui ont reproduit le système, on devrait aller voir ça sur place, ont reproduit le système, eh bien, ils ont bien fait, ils savaient. Donc c'est un des points, une des étoiles, mais il fallait expliquer pourquoi. Et on a inventé une légende, c'est le tombeau de Saint-Guidon.
qui était un personnage qui existait, hein, Saint-Guidon. Mais on ne sait pas traverser en dessous. Ah, vous savez traverser en dessous, et ça c'est pour... oui, j'en ai vu qui l'ont déjà fait. Oui. Si vous voulez traverser, des gens qui jouent du pendule, etc., vous devez passer en dessous, ça vous donne une certaine protection. Comme le dolmen. C'est comme un Nivelle quand il faut passer derrière le... C'est pas facile, je sais. J'ai pas su. Bien passé. Et à Soigny non plus, c'est pas facile, hein, sur des colonnes. Donc on a toujours ce système de pierre qui est relié au personnage. Par exemple, le jour de la Saint-Guidon, on plaçait la chasse de Saint-Guidon sur ce dolmen. Et on passait en dessous du dolmen. C'était la façon de rendre hommage aux saints. Mais c'était aussi, à la période celtique, la façon de rendre hommage aux astres. De passer là, en dessous, à une certaine époque, bien précise de l'année. Qui deviendra peut-être la fête du Saint, par après. C'est possible. Alors voilà mon plan d'action. Voilà mon plan. Dommage que Simon n'est pas là. J'essaye de reconstituer donc dans le centre-ville cette même grande tour. Et j'ai des points de base, je vais vous les citer. Il y a l'île Saint-Géry, où il y avait le cabaret de l'ours. Je vous ai expliqué l'histoire de Saint-Guilain. Ça c'est la légende. Saint-Guilain dont l'ours étrangle et lance dans la Seine du brigand. Donc c'est un point légendaire prévu. Saint-Guilain est représenté avec son ours. Donc c'est un point précis. On ne peut pas passer à côté. Et puis il y a cette fameuse rue des Pierres, un peu plus loin. Cette rue des Pierres. Hein, et dans les livres d'histoire des rues de Bruxelles, il y en a qui ont fait des livres, dont mon ami, malheureusement décédé, Jean Dosta, a fait des livres étonnants. Seulement, Jean Dosta ne s'est pas prétendu historien. C'est un homme qui était très simple et d'une gentillesse inouïe. Seulement, il n'était pas historien. Ça veut dire qu'il a interprété en vrai bruxellois, parce que lui, c'était un vrai bruxellois, ce que les autres ne sont généralement pas. Eh bien, il a adapté le nom des rues, une histoire des noms des rues, mais qui ne va pas plus loin. Rue du Faucon, par exemple, eh bien, il a dit, ce nom vient d'une auberge qui existait là, qui s'appelait au Faucon, mais il a tout à fait raison. Mais la démarche est de trouver pourquoi cette auberge s'appelait au Faucon. Et là, la démarche commence. Ça, c'est une démarche d'historien. Attention, c'est compliqué. Hein. Il y a une rue de la Cigogne à Bruxelles, hein, qui est une petite rue. Mais dans cette petite rue de la Cigogne, qui existe toujours, qui est très folklorique, il y avait là un établissement qui s'appelait la Cigogne. Et c'est ce que marque mon ami Jean Dosta dans ses livres. Il a tout à fait raison, mais ça n'explique pas pourquoi on a donné le nom de Cigogne à cette ruelle. Et ça, on ne le saura probablement jamais, sauf si on fait des études par le biais, peut-être, de l'ésotérisme, peut-être, je ne sais pas. Mais ça fait très farfelu une fois qu'on en parle à Bruxelles, parce que ce sont des huiles qui tiennent les rênes, hein, dans l'histoire de Bruxelles. Il ne faut pas passer sur le côté, vous êtes un farfelu, vous ne dites pas la vérité. Et ça, c'est un problème. Et j'ai cette rue des Pierres qui pourrait être une deuxième halte. Hein, quand on voit rue des Pierres, origine du nom dans les livres sur Bruxelles, bon, on vous explique qu'on a construit l'hôtel de ville à proximité, et c'est là qu'on déposait les pierres pour la construction. Moi, ce n'est pas convaincant. Hein? C'est quelque chose, je ne marche pas dans ce sens, mais c'est ce que tout le monde raconte et tous les guides racontent. Moi, j'aurais peut-être ici tendance à dire que de la place Saint-Géry, j'ai un autre élément qui passe derrière l'hôtel de ville. En général, les éléments, ce sont les fontaines aussi. Ça, c'est important. Il ne faut pas qu'elles soient anciennes. Hein. Tandis que le Pise est une fontaine très ancienne, mais qui, je pense, n'a rien à voir avec les mégalithes de Bruxelles. Mais là, il devrait y avoir, donc, en principe, une station. Pensez à la rue Saint-Guilain, qui se trouve rue Haute, rue Blas, rue Haute, et qui monte en direction de l'hôpital Saint-Pierre. Et là, ça devient intéressant. Parce que qui dit hôpital Saint-Pierre dit ancienne église, chapelle, pierre levée. Rien ne nous empêche de croire qu'il y avait à cet endroit une pierre levée, à l'endroit où se trouve l'hôpital Saint-Pierre, et après on a donné le nom de Pierre, uniquement un lieu de rendez-vous par exemple. Pourquoi pas? Et étant donné qu'il a fallu christianiser, on s'est emparé de prendre Saint-Pierre et on l'a placé à cet endroit. Il y a d'autres endroits, il y a la rue des Carrières à Bruxelles aussi, qui n'existe plus. La rue des Carrières se trouvait, où se trouve la gare centrale, dans le haut, Galerie Ravenstein. Il y avait une rue qui s'appelait la rue des Carrières. C'est possible aussi là qu'il y avait autre chose. Donc il faut
les recenser où c'est une pierre, ça peut être un arbre éventuellement, mais bien souvent c'est une pierre. Donc il y a une projection du ciel, une nouvelle projection à découvrir dans le ciel. Voilà une marque, et j'anticipe sur notre prochain cours. Voilà ce qu'on en a fait par la suite de ces runes. Vous avez deux initiales, un P et un W. Le P se trouve là, le W se trouve là. Ça se trouve à la rue haute, mais personne ne lève les yeux. Mais il ne faut même pas lever les yeux, c'est à notre portée. C'est l'architecte qui a apporté les pierres pour construire cette maison. Ça date du XVIIIe siècle. Et il a signé, ce sont ses initiales, c'est Pierre Vaincre, la région de Soigny. Il ne faut pas oublier que les Sonégiens ont construit toute la Grande Place. Hein. Je ne peux pas dire ça pour le moment politiquement parce que vous aurez de sérieux problèmes. Mais ce sont les Sonégiens qui ont apporté les pierres. Et il y a une seule maison qui est signée. Il n'y en a pas deux, je vous apporterai une dia la fois prochaine. Il y en a une seule qui est signée, il faut la trouver. Hein. Donc ce sont maintenant des initiales. Et c'est pour ça que ces runes, cette transformation des runes a porté le nom de marque de marchand. Mais c'est farfelu, parce que ça a servi à autre chose. Donc on est en dehors du dessin, le dessin de la rune. On tombe dans le biais, au XVIIIe siècle, des initiales. Donc on n'a plus de recherche ésotérique, on n'a plus rien de tout cela, parce que les marques sont bien, on n'a pas fait ça au hasard, mais ça nous verrons la prochaine fois. Donc on a le système maintenant, c'est le début de la plaque de publicité. La publicité qui va naître dans la pierre au milieu du XVIIIe siècle. Au milieu. Et je crois qu'il y a la première marque, la plus ancienne, j'en ai jamais rencontré d'autres, c'est à Soigny, c'est sur une pierre tombale, 1750. Il y a une petite plaque en marbre blanc, hein, de Moulin sculpteur. Donc c'est le gars qui a fait. C'est fini les marques, on place son nom maintenant. Et vous savez ce que ça va donner maintenant quand on construit un bâtiment. En céramique, quand on fait un pont ou quelque chose, on va signer en dessous, on peut recevoir une marque aussi. Une marque, hein, ou bien, ça c'est autre chose. Ah oui, ça je dois donner à mon éditeur. Bon, ça n'a rien à voir avec le cours d'aujourd'hui, mais c'est une des rares scènes où on représente des convulsionnaires. C'est-à-dire, c'est au 18e. Hein, je crois que Voltaire faisait partie de cette bande aussi, mais ce n'est pas une secte. Ça veut dire qu'ils entraient, ces gens entraient en transe devant un tombeau. Les convulsions, c'est très curieux. Dans mon prochain livre, je décris cela. Hein, curieusement, d'ailleurs, ça a fait des ravages hein, à Paris. J'ai la diapositive parce que je dois la faire en photo pour le livre. Et ici, c'est le seul exemple que l'on possède, du moins dans ceux que j'ai rencontrés, où on a une représentation de Simon le magicien, hein, qui est opposé à l'histoire de Saint-Pierre. Hein, vous avez Saint-Pierre sur sa croix, hein, le bourreau, hein, des scènes qui concernent l'histoire de Pierre, donc son arrestation, ici. Et au-dessus, vous avez le pendant. Ça, c'est l'esprit du bien. Nous verrons ça quand on fera la symbolique des apôtres. On fera une séance par apôtre, hein, si vous avez tout ce qu'il y a à raconter là-dessus. Et on a ici le pendant entre le bien et le mal, parce qu'au-dessus, on a Simon le magicien, qui a racheté, qui voulait plutôt racheter le pouvoir de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui lui a flanqué sa bourse à la tête, il ne voulait pas en entendre parler. C'est de là que vient avec le mot simonie. Hein. Simonie, c'est ça, c'est racheter les biens. Et Simon le magicien se disait mage. Hein, c'est lui qui remplacerait le pouvoir des apôtres. Et il est monté sur un grand échafaudage qu'on a, la légende, qu'on a construit à Rome pour lui, dans les arènes romaines. Et il s'est lancé dans le vide. Il a dit, bon, le ciel va m'aider, mais évidemment, il s'est écrasé. Et il est là, écrasé, avec le secours de Dieu le Père, qui lui, c'est lui qui a tout arrangé. Et le mal est supérieur au bien. C'est curieux, absolument. Absolument. Bon, maintenant je dirais que chez les Templiers, le noir se trouvait au-dessus, au Océan, et le blanc se trouvait en dessous. C'est la réponse que je fais à cette remarque, mais je ne sais pas dire plus. Je ne peux pas. Donc on a Saint-Pierre, le bien, et là, Simon le magicien, qui est le mal. J'ai écrit un texte sur Simon le magicien, c'est pour ça que l'éditeur voulait retrouver, je n'en connais pas d'autres, ça se trouve à Cologne. Cologne qui est une cathédrale Saint-Pierre. Et on a voulu opposer les deux, c'est très curieux. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore rencontré deux exemples. C'est le seul. Voilà encore Carnac. Vous avez les alignements. Tout un signe. Hein.
sauf si on les a déplacés. Il est criminel, maintenant vous comprenez, il est criminel de déplacer une pierre levée. C'est un crime, ça n'a plus de sens. Hein, on va la retirer dans une forêt, on la met sur la grande place d'un village, ça n'a plus de sens. Elles n'ont pas été placées là au hasard, que ce soit dans n'importe quel endroit. On a déplacé il n'y a pas longtemps des pierres qui se trouvaient sur le bord de la Meuse, là, à... Quel encore ce village Frappe-cul. C'est un drôle de nom. Là, on se dispute pour savoir la signification de frappe-cul. Alors là, c'est très intéressant. C'est tout petit. C'est même un lieu-dit. Il n'y a plus de maison, mais sous le bord de la Meuse. En descendant la rue, on est dans la Meuse. Hein? Et il y avait 2 mégalithes dans un champ, mais pour y arriver, quelle histoire. Eh bien, il y a un type qui tient un garage, qui a dit on va les mettre devant mon garage. Et ces pierres, c'était des pierres, et c'était de là que vient le nom frappe-cul. Ce sont des pierres où les hommes allaient, pour obtenir une puissance assez exceptionnelle quand les affaires étaient en baisse, eh bien, ils se frottaient à la pierre. Et les femmes aussi. Donc c'est une pierre magique. Est-ce que c'est là que vient le nom frappe-cul? Je pense. Par contre, les vieux de l'endroit, ils sont morts maintenant, quand j'étais sur place, il y a un gars qui m'a dit, moi, mais le t'es vu, j'ai connu ça, ici on passait à Gué-la-Meuse. J'ai dit, ça c'est quand même longtemps, ça. Ou bien c'est mon grand-père. J'ai dit, ça va être jamais. Il y a un endroit où on pouvait passer. Mais c'était les chevaux qui conduisaient les marchandises de l'autre côté de la Meuse. Il disait, on donnait une claque sur le cul du cheval, et le cheval partait. Et il m'a dit, cette claque, ça vient frapper. J'ai dit, ben je note. C'est quel patelin Frappe-cul, ça lui dit. Oui, mais... Pas loin d'Ivoire, au nord d'Ivoire, entre Namur et Ivoire. Ben, vous allez passer 1000 fois à côté. Ah oui, si vous passez devant le garagiste, il y a 2 pierres dans sa porte. Mais j'ai été voir ces pierres à l'époque, quand elles étaient encore vivantes, si on veut. Et ces 2 pierres se trouvaient dans un champ. Et à un certain moment de l'année, au solstice, elles étaient dirigées vers un village qui se trouvait dans la hauteur, qui est Lustin. Et à Lustin, il y avait une nouvelle pierre, c'est important les pierres, hein. Il y avait une nouvelle pierre à Lustin, mais qui n'existe plus. Et Lustin vient de Lupicin. Et là, il a fallu chercher. Il y a un Lupicin dans l'église, et on va le prier pour les maux de tête. Il y a un rapport entre tout ça. Hein. Il y a une chose curieuse, c'est qu'il y a un Saint Lupicin représenté en évêque, avec en bois, un bel évêque en bois, mais coupé à la poitrine, et c'est creux en dessous. Si vous voulez rendre hommage aux reliques de Saint Lupicin, à Lustin, vous devez mettre le casque sur la tête. Ah, on ne vous voit plus. Hein. Et il y a une personne qui l'a fait chez nous, c'était un prêtre qui nous accompagnait. Et lui, il a fait le système. On n'a plus vu cette histoire pour lui enlever aussi, comme je disais. Ben, c'est pour que là, dans le groupe, il y avait beaucoup de rigolos. Hein. C'était rigolo aussi. Enfin, n'empêche, c'est aussi quelque chose de bien pensé. Hein. Ben voyons, on a enlevé les pierres, et bien malheureusement. Et bien voilà,